Bonjour à tous. Il y a pile 100 ans, débutait l'affaire Landru. Henri-Désiré Landru, le plus célèbre des tueurs en série français. Son nom, rien que son nom, a une place à part dans notre imaginaire. Landru incarne ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus cruel, ce qu'il y a de plus fourbe. Il est le mal absolu. Il a inspiré des livres, des pièces de théâtre, des films pour la télévision, pour le cinéma, le plus célèbre étant probablement celui de Claude Chabrol, sorti en 1963. Et Charles Trenet lui a consacré toute une chanson. Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru. Je vais donc vous raconter l'affaire Landru, la vraie, qui est certainement moins romanesque que le mythe. Évidemment moins romanesque, on a brodé depuis 100 ans. Et oubliez par exemple qu'il avait été condamné sans preuve. Une chose que je veux vous dire juste avant de commencer, pour bien situer le contexte. L'affaire Landru éclate au printemps 1918. La France est donc encore en guerre. La boucherie de 14-18 n'est pas encore terminée. Et ce qui est pour moi un sujet d'éternel étonnement, c'est qu'alors que cette guerre va faire, civile plus militaire, plus de 18 millions de morts, on va quand même trouver le temps et l'énergie de s'intéresser aux 11 victimes de Landru. On aurait pu dire, au prix des morts en ce moment, on classe, on enterre. Eh bien pas du tout. On enquête, on arrête, on condamne et on guillotine. Et au final, 100 ans plus tard, on se souvient tout autant de Landru que de la Première Guerre mondiale. Étonnant, non ? Alors comme beaucoup d'affaires criminelles, l'affaire Landru commence par une disparition. Un soir de mai 1918, le maire de Gambé, un petit village situé en lisière de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines, reçoit une drôle de lettre, signée d'une demoiselle Lacoste. Elle s'inquiète pour sa sœur, Célestine Buisson. Elle est sans nouvelles depuis 8 mois. Eh bien, quel rapport avec Gambé ? Eh bien, justement, elle le dit dans sa lettre. Ma sœur n'a pas donné de nouvelles depuis septembre 1917, où elle est venue s'installer dans votre charmant village avec son fiancé, Monsieur Frémier. Elle dit qu'elle lui a écrit plusieurs fois et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Et elle ajoute « Nos relations ayant toujours été des plus cordiales, j'en suis amené à penser que je rédige simplement une adresse incomplète ou fausse sur mes enveloppes. Voudriez-vous avoir l'obligeance de m'indiquer la bonne adresse ? En 1917, j'ai accompagné ma sœur et Monsieur Frémier à Gambé. Et je suis à même de vous désigner la maison sans erreur. C'est une villa éloignée du centre, au bord d'une route. » Monsieur Frémier. Monsieur Frémier, le maire a beau se gratter la tête, il ne connaît aucun Frémier à Gambé. Il en est sûr et certain. En revanche, la grande maison, éloignée du centre et au bord de la route, il voit très bien de quelle maison il s'agit. C'est la maison de Monsieur Trick, dont parle la dame. Dites-moi, mademoiselle, la maison de Trick, elle est louée, non ? Ah oui, monsieur le maire, elle est louée à un certain monsieur Dupont. Et là, le maire se dit, mais j'ai déjà reçu une lettre semblable. Voyons donc, où l'ai-je mise ? Mademoiselle, où avons-nous mis la lettre que nous avons reçue l'hiver dernier ? Ces gens qui cherchaient une dame qui avait disparu. Je vous la porte, monsieur le maire. Et le maire prend alors une initiative qui va changer le cours de cette histoire. Il prend sa plus belle plume et il écrit à mademoiselle Lacoste. Mademoiselle, je tiens à vous signaler, à toutes fins utiles, que j'ai déjà reçu une lettre semblable d'une famille Pelé, me demandant des renseignements de même nature au sujet d'une dame Colomb dont je ne connais pas non plus l'existence à Gambé. Peut-être auriez-vous l'avantage à vous mettre en rapport avec cette famille dont je joins l'adresse à ma lettre. En espérant que vous trouverez dans cette démarche quelques motifs d'apaisement, je vous prie d'agréer, mademoiselle, l'expression de mes sentiments dévoués et républicain. Quand elle reçoit la lettre, que fait Amélie Lacoste ? Eh bien, elle écrit tout de suite à la famille Pelé. Et ils se rencontrent, figurez-vous. Et chacun décrit à l'autre le fiancé de sa chère disparue. Bien,
Le nôtre, là, le fiancé de ma sœur, monsieur Frémier, il est dégarni, avec une barbe en pointe et les yeux enfoncés, qui paraissent regarder de travers. Oh ben ça alors. Ben le nôtre, c'est tout pareil. Il a le crâne dégarni, il a une barbe en pointe et des yeux enfoncés. Et vous avez raison de dire qu'il regarde de travers. Oui, 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 c'est très bien dit. Les deux familles, manifestement, parlent du même homme. Et chacune d'une jeune femme qui n'a donné aucune nouvelle depuis des mois. Donc elles vont ensemble porter plainte. Et c'est comme ça que commence l'affaire Landru. Europe 1, on de la raconte. Eh bien, elle porte plainte à Paris, auprès de la police. Et un inspecteur, l'inspecteur Adam, débute une petite enquête. Et puis assez vite, il se rend compte qu'il va falloir qu'il aille sur place, à Gambé, à 80 km au moins de Paris, à cheval, avec tout le dérangement que cause la guerre. Et donc l'inspecteur Adam fait passer le dossier aux gendarmes du coin. Et 3 jours plus tard, un gendarme à cheval, le gendarme Jules Hébé, débarque à Gambé, en uniforme. Autant vous dire qu'il ne passe pas inaperçu. Alors, par où commencer ? Vous vous souvenez que mademoiselle Lacoste, qui est sans nouvelles de sa sœur, a raconté qu'elle est allée sur place, chez ce fiancé, et qu'elle est capable de décrire la maison. Une grande maison, éloignée du centre, au bord de la route. Le maire dit qu'il n'y a qu'une maison qui corresponde, la maison de Monsieur Trick. Alors le gendarme va tout droit, clopin-clopant, chez Monsieur Trick. Et Monsieur Trick, c'est un ancien entrepreneur de travaux publics, tout en rondeur et riche. Il n'habite pas là, mais il est là. Bonjour, monsieur. Êtes-vous le propriétaire ? Lui-même, oui. En quoi puis-je vous être utile ? Je cherche à savoir qui occupe cette maison. Ah, ça n'est pas moi. J'en suis le propriétaire, mais je la loue. À qui ? À monsieur Dupont. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est le cordonnier du village, monsieur Vallée, qui a conclu l'affaire pour moi. Il n'est pas là, quoi qu'il en soit. J'en profitais pour faire le tour du propriétaire, justement. Le gendarme file donc chez le cordonnier Vallée. Monsieur Dupont ? Moi, je ne le connais pas trop bien. Je ne l'ai pas vu plus de 3 fois. En tout cas, ce gars-là, ça m'a l'air d'être un sacré luron, hein ? Toujours en bonne compagnie. Le gendarme se lance alors dans un porte-à-porte dans le village. Et tout le monde lui dit à peu près la même chose. Ah, le barbu, là ? Bon, vous savez, on le voit presque pas. On voit encore moins ses compagnes, hein ? Elles mettent jamais les pieds dans la rue. Ah ah. Le gendarme apprend aussi que ce monsieur Dupont a dit à plusieurs reprises qu'il habitait à Rouen, rue d'Arnétal. Alors il fait passer le message aux gendarmes de Rouen. Pas de Dupont à l'adresse indiquée. Ça devient compliqué. Et d'ailleurs, c'est exactement la conclusion à laquelle arrive le procureur. C'est trop compliqué pour le gendarme Hébé, sur son cheval. Et donc, retour du bébé dans le giron de la police. L'enquête est confiée au commissaire d'hôtel de la Sûreté, qui évidemment ne sait pas qu'il vient de récupérer la plus belle affaire de toute sa carrière, celle qui le rendra célèbre pour l'éternité. Et en plus, il va avoir de la chance, le commissaire d'hôtel. Quelques jours après qu'on lui ait refilé le dossier, un matin, il reçoit un coup de fil à son bureau. C'est Amélie Lacoste. Elle est tout essoufflée. Monsieur le commissaire, voilà, j'étais en train de flâner dans un magasin de porcelaine, rue de Rivoli à Paris, au lion de faïence. Je l'ai vu. Vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, je l'ai vu, Frémier, le fiancé de ma sœur. Il était là avec un par-dessus et un chapeau melon. Ah, je l'ai reconnu tout de suite. C'était il y a 5 minutes. Elle est sortie tout de suite pour appeler d'un café voisin. Donc c'est jouable. Le commissaire d'hôtel saute dans sa voiture et il fonce sur place, mais l'homme n'est plus là.
En revanche, il a fait des achats. Et il a demandé qu'on les lui livre chez lui. Il a donc laissé un nom et une adresse. Monsieur Lucien Guillet, ingénieur 76 rue de Rochechouart. Dotel prend 2 inspecteurs et il file sur place. Il tombe sur la concierge. Monsieur Guillet. Ah, il n'est pas là, monsieur Guillet. Il est parti en voyage. Le commissaire d'hôtel rentre alors à son bureau, avec un truc qui lui trotte dans la tête. Guillet, Guillet, Guillet. Ça lui dit quelque chose. Et d'ailleurs, le nom l'avait déjà accroché tout à l'heure au magasin de porcelaine. Il se met alors à fouiller le bulletin de police criminelle. C'est comme ça qu'on appelait à l'époque le fichier. Et il tombe sur un certain Henri-Désiré Landru, dit Guillet, 51 ans, recherché pour escroquerie. Et là, d'un coup, tout s'éclaire. Frémier, Dupont et Guillet ne sont sans doute qu'une seule et même personne, dont le vrai nom est Landru. Henri-Désiré Landru. C'est lui qu'il faut trouver maintenant. Dotel poste donc 2 inspecteurs devant le 76 rue Rochechouart. Il finira bien par rentrer. La planque dure comme ça 1 semaine. Et puis un soir, tard, le voilà qui s'approche. Seulement voilà, il est minuit passé et la loi interdit les arrestations après minuit. Donc ce sera pour demain matin, à l'aube. Le lendemain, à 7h30 pétantes, Dotel et ses hommes pénètrent dans l'immeuble. Ils montent au 3e étage. Sur la porte, une carte de visite indique Lucien Guillet, ingénieur. C'est une jeune femme blonde qui leur ouvre. Et les policiers s'engouffrent dans l'appartement. Et ils tombent sur Landru. Il n'a pas ouvert la bouche qu'il a déjà les menottes au poignet. Mais juste après, il se met à jouer les outragés. C'est une violation de domicile. Ce que vous faites est absolument illégal. Calmez-vous, monsieur Landru. Vous allez devoir nous suivre. Et vous aussi, mademoiselle. Vous venez avec nous, on vous embarque. La jeune blonde présente des papiers au nom de Fernande Ségré. Elle a 26 ans, elle est célibataire. Les 2 tourtereaux sont donc embarqués dans une voiture, direction le siège de la brigade mobile, près de la Madeleine. Dotel ne sait pas encore qui il vient d'arrêter. Dans quelques secondes, il va la voir face à lui, dans son bureau, et il va commencer à écrire l'une des pages les plus célèbres de l'histoire criminelle. Europe 1, on de la raconte. Commencez par vider vos poches, s'il vous plaît. Je ne m'appelle pas Landru. Je m'appelle Guillet, Lucien Guillet. Nous verrons, monsieur, nous verrons. Alors qu'avons-nous ? Eh bien, pas grand-chose. Un peu de monnaie, un mouchoir, un petit calepin de toile cirée et un curieux agenda dont les pages sont remplies d'une petite écriture serrée. Il faudra prendre le temps de le lire. Et à part ça, le type est coriace. Il maintient qu'il s'appelle Lucien Guillet. Il dit qu'il est né le 18 septembre 1874 à Rocroi, dans les Ardennes. Et à part ça, il ne dit rien. S'il n'avoue pas dans les 24 heures, il va falloir le relâcher. Dans la pièce d'à côté, le commissaire d'hôtel s'intéresse maintenant à la maîtresse, la jolie poupée blonde, Fernande Ségré. Ses papiers sont en règle. Elle est inconnue des services de police et pour ce qui est de son amant, elle dit qu'il n'a jamais été violent avec elle. Bien au contraire. Bref, il n'y a rien à en tirer. Heureusement, pendant ce temps-là, un policier a eu la curiosité d'ouvrir le calepin et l'agenda retrouvé dans ses poches. Dans le premier, il y a des chiffres, une sorte de comptabilité. On dirait que le type inscrit là-dessus toutes ses dépenses et toutes ses recettes, même les plus infimes. L'agenda est beaucoup plus intéressant. Il contient une liste impressionnante de noms, des noms de femmes. Le policier la parcourt du doigt et il s'arrête sur 2 noms qu'il connaît, Anne Colomb
et Célestine Buisson. Ce sont les deux filles qui ont disparu à Gambé. Mais qu'est-ce que c'est que cette liste? Et si les deux filles qu'on recherche sont dans cette liste, est-ce que ce serait une liste de femmes qu'il a tuées? Le flic tout de suite prévient le commissaire d'hôtel. Ok les gars, on file perquisitionner chez lui. Dans l'appartement de la rue Rochechouart, les policiers trouvent beaucoup de paperasses. Des lettres, des factures, des notes. Et au milieu, ô divine surprise, un permis de conduire au nom de Landru. L'oiseau ne pourra plus dire qu'il s'appelle Guillet. Et voilà aussi un contrat de location pour une remise à Clichy, toujours au nom de Landru. Entre-temps, d'hôtel s'est fait remonter le casier judiciaire du monsieur. Landru est fiché depuis 1904 pour au moins 4 condamnations pour escroquerie. Il n'a jamais été arrêté et il est donc en cavale. Excellente nouvelle, on va donc pouvoir prolonger sa garde à vue. Alors, monsieur Landru. Et là, d'hôtel lui balance le permis de conduire sur la table et Landru est bien obligé de capituler. Entendu. Je suis bien Henri Désiré Landru, né le 12 avril 1869, et je me doute bien que la police me recherche. Mais je n'ai rien à voir avec votre histoire. Vous savez pourquoi j'ai essayé de dissimuler mon identité? Je suis un escroc, et vous le savez aussi. Mais à vous de prouver que je suis un assassin. Bien. Et si nous parlions de cette liste de noms de femmes, monsieur Landru? Eh bien, ce sont des clientes. Je suis bon compteur et j'achète et je revends des meubles que je stocke d'ailleurs dans mon entrepôt de Clichy. Ce sont des clientes. Ah, le barbichu est retors, hein, c'est un coriace. La deuxième journée de garde à vue s'écoule et d'hôtel n'en tire rien de plus. Son bras droit, l'inspecteur Belin, dira plus tard « C'est un moment pénible pour un policier que celui où il doit abandonner au juge d'instruction un individu qu'il croit coupable et qui n'a pas encore avoué tout ce qu'il attend de lui. Il ne reste que quelques heures de garde à vue. D'hôtel décide alors d'emmener Landru dans sa maison de Gambé. Il se dit qu'avec un peu de chance, ça va faire une sorte de déclic. Alors cette maison, vue de dehors, c'est une belle maison bourgeoise. Mais à l'intérieur, ça c'est une autre histoire. Les pièces sont quasiment vides, à part quelques vieux meubles dépareillés, et il y règne un fichu désordre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre sous le nez pour le faire réagir? Un policier aperçoit un petit coffret, une sorte de coffre à bijoux. Il le ramasse. Dessus sont inscrites 2 initiales. C.L. Comme Célestine Lacoste. Et dessous, il y a une petite étiquette qui indique Bayonne. Et il se trouve que c'est dans cette charmante cité qu'est née Célestine. C'est ballot, monsieur Landru? Eh bien non. Non, il ne comprend pas, il n'a rien à dire. Bon. Il est donc temps de le conduire devant le procureur de Mantes, à lui de prendre la suite. Quand l'inspecteur Belin lui remet Landru, il lui glisse à l'oreille. « Monsieur le procureur, je viens de vous confier le plus grand criminel du siècle. » Il a du nez, l'inspecteur Belin. Mais c'est parce qu'il sait maintenant ce que signifie la liste du carnet. Tenez, prenez par exemple cette page. Cuchet, Idem, Crozatier, Havre, Babelais, Jaume, Pascal et Marchadier. C'est pas très dur à déchiffrer. Cuchet, c'est Jeanne Cuchet. Elle a disparu. Et Idem, c'est sans doute son fils qui a disparu en même temps. Crozatier, c'est le nom de la rue où habitait Marie-Angélique Guillain, disparue elle aussi. Et Havre, c'est là qu'est née Berthe Héon, dont on est aussi sans nouvelles. Comme les 4 autres femmes qui suivent, André Babelais, Louis-Joséphine Jaume, Annette Pascal et Marie-Thérèse Marchadier. Elles sont toutes parties de chez elles un jour en disant qu'elles allaient se marier, et elles ont toutes disparu. Et là, je vous ai donné 8 noms, mais il y en a des pages et des pages. Vous voulez savoir combien?
283 non au total. Dautel a bien essayé de lui fourrer le carnet sous le nez pendant cet interrogatoire. Et ça, monsieur Landru, vous en dites quoi? Hein? L'autre s'est contenté de sourire. Monsieur le commissaire, vous me permettrez quand même de trouver curieux que l'on veuille absolument me coller sur le dos le meurtre de quelques personnes avec qui, je l'avoue, j'ai eu quelques aventures et qui ont disparu, alors que d'autres que j'ai également connus sont venus se présenter à vous. N'est-ce pas? Et ça, c'est vrai. Depuis que la presse est au parfum de l'arrestation de Landru, pas un jour ne passe sans que des femmes écrivent au juge pour lui dire qu'elles sont prêtes à témoigner contre lui. Mais de fait, elles sont vivantes. Et c'est un argument pour lui. La presse de l'époque, je dois vous le dire, se régale de cette histoire. C'est le Petit Journal, qui a une longue tradition dans le fait divers, qui en parle le premier. Importante arrestation à Montmartre. La première brigade mobile a arrêté hier à Paris, en plein Montmartre, grâce à des dénonciations anonymes, un individu très élégamment vêtu, presque complètement chauve, mais portant une abondante barbe noire. Cet homme, qui avait mis, croit-on, la science de l'hypnotisme au service de ses mauvais instincts, était recherché par plus de 10 parquets de tous les points de France. Le lendemain, nouvel article du Petit Journal, avec ce titre choqué faux. Landru inculpé de 10 assassinats. Et dans la foulée, c'est la surenchère. Landru le tueur de femmes. Landru le barbe bleue de Gambé. La presse, pour tout vous dire, se régale d'autant plus de cette histoire qu'elle lui permet de se distraire un peu du traité de Versailles qui vient de signer la fin de la Première Guerre mondiale. Il reste à savoir qui est ce Landru. Europe 1, on de la raconte. Alors qui est ce monsieur Landru que l'on soupçonne d'avoir tué des femmes, possiblement 283 femmes? En attendant d'éventuels aveux, l'enquête de la sûreté tente de reconstituer son curriculum vitae. D'abord à la base, Landru c'est un prolo. Son père était chauffeur et sa mère couturière. Il a grandi dans le quartier de Belleville, à Paris, rue Puebla, qui a changé de nom et qui s'appelle aujourd'hui rue Simon Bolivar. Enfance heureuse, d'après ce qu'on croit savoir. Scolarité chez les frères de la rue de Bretonvilliers. Bon élève, brillant en dessin et en mathématiques. Et à côté de ça, enfant de chœur à l'église Saint-Louis-en-Lille et même à un moment sous-diacre. Et là, on a envisagé qu'il devienne prêtre, qu'il entre au séminaire. Mais devenir prêtre suppose la chasteté. Or, le jeune Landru s'intéressait très tôt aux femmes. Enfin, pour l'instant, à une femme, Marie-Catherine, que sa mère a eu la bonne idée d'héberger chez elle. Il a 18 ans et il en est raide dingue amoureux. Et un jour, à la sortie de la messe, il va la voir et il le lui dit. Et il promet de l'épouser dès qu'il aura fait son service militaire. Le service militaire, à l'époque, c'est 3 ans, qu'il part faire au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin. Mais les 2 tourtereaux n'attendent pas le mariage pour faire crac-crac. Et Marie-Catherine lui annonce qu'elle est enceinte. Et donc il se marie, et c'est une fille. Il l'appelle Marie-Henriette. Après son service, Landru, qui n'a pas fait d'études, devient commis d'architecte. Et puis comptable, et puis employé de commerce, et puis cartographe, manufacturier, couvreur, plombier, mécanicien. Landru change de métier tous les 4 matins. C'est un instable. Après Marie-Henriette, vient un 2e enfant, puis un 3e. Et quand arrive le 4e, le couple commence à avoir des problèmes d'argent. Et c'est à ce moment-là que Landru bascule dans les escroqueries pour faire bouillir la marmite. Et il faut que je vous raconte sa première escroquerie, parce que l'homme est vraiment rusé. Il prétend avoir inventé une bicyclette à pétrole et il se propose de la commercialiser dans toute la France. Alors il lance une grande campagne de publicité nationale qui spécifie que toute commande doit être accompagnée d'un mandat représentant 1/3 du prix.
Vous devinez la suite. Il encaisse l'argent, beaucoup d'argent, et il disparaît sans jamais avoir livré la moindre bicyclette à pétrole. Il n'a jamais eu autant d'argent. Les gens, bien entendu, se plaignent et il est arrêté, condamné pour escroquerie à 3 ans de prison et 500 francs d'amende. C'est là que pour échapper à la prison, il change de nom une première fois. Et il enchaîne avec une nouvelle escroquerie et une nouvelle condamnation. Et là, il va en prison. Pensez-vous que ça le calme? Pas du tout. Car c'est depuis sa prison qu'il invente encore une escroquerie. L'idée lui vient en lisant un journal de petites annonces dans sa cellule. Des veuves tentent de se recaser. Eh bien, elles seront sa prochaine cible. Dès qu'il sort de prison, il publie une annonce dans l'Écho du Nord. Paul Morel, 40 ans, industriel à Amiens, recherche l'âme sœur. Et une femme, mort à l'hameçon. Elle s'appelle Jeanne Isoré. Et d'entrée, il lui promet le mariage. Et en attendant, il lui soutire 10 000 francs et il disparaît. La dame porte plainte, retour en prison. Landru en ressort à la fin de l'année 1912. Et il replonge tout de suite, sans changer de technique. Il s'intéresse toujours aux veuves et il les appâte une fois de plus avec des petites annonces. Monsieur sérieux désire se marier avec veuve ou incomprise de 35-45 ans. Vous apprécierez ce clin d'œil aux incomprises. Et quelques jours avant que n'éclate la guerre de 14, une dame, Jeanne Cuchet, mort à nouveau à l'hameçon. C'est son nom qui est en haut de la liste dans le petit carnet de Landru. Elle est sa première victime. Elle a 34 ans, elle vit seule avec son fils de 17 ans, André. Elle lit tous les jours les annonces matrimoniales et elle répond à son annonce. Et Landru, qui se fait appeler à cette époque Raymond Diard, lui fixe rendez-vous dans les jardins du Luxembourg. Très chère madame, je suis très honoré que vous ayez répondu à mon annonce. Viendriez-vous avec votre fils dans ma maison de Vernouillet? Oh, mais bien entendu, avec un immense plaisir. Le saligot sait bien y faire. Et on ne reverra ni Jeanne Cuchet, ni son fils André. Un peu plus tard, c'est une Thérèse Laborde-Line, une veuve de 46 ans qui prend le même chemin. Et puis Marie-Angélique Guillain, une gouvernante de 52 ans. Elle est aussi invitée à Vernouillet et elle aussi disparaît. Et après, Landru loue la fameuse maison de Gambé où il invite Berthe, Anne, André, Célestine, Louise, Anne-Marie et Marie-Thérèse qui disparaissent à leur tour. Et les autres noms de la liste, alors, ont-elles disparu, elles aussi? Les 283? Eh bien non. La plupart d'entre elles sont vivantes. Les policiers de la sûreté mettent un peu de temps à les retrouver, mais elles sont vivantes. Et toutes racontent la même chose. Elles ont répondu à ces annonces, et le commissaire arrive à la conclusion que s'il ne les a pas égouillées, c'est sans doute parce qu'elles n'étaient pas assez riches. Parce que c'était ça, son mobile, c'était l'argent. Elles n'étaient pas assez riches et pas assez naïves et sans doute trop protégées par leur entourage. À la fin de son enquête, Dautel s'arrête finalement sur une liste de 11 victimes. Alors où sont-elles passées? Parce que c'est une chose d'envisager qu'elles aient été tuées, mais encore faut-il le prouver. On fouille donc de fond en comble les 2 maisons de Vernouillet et de Gambé. Et la pêche est fort intéressante. On y trouve des cendres dans la cheminée et surtout dans la cuisinière. Ces cendres, on les tamise et apparaissent d'abord des morceaux d'os, environ 4 kilos de débris d'os brûlés, que l'on confie à un médecin légiste qui tente de reconstituer le puzzle. Selon mes conclusions, il y a là des morceaux qui proviennent d'au moins 3 têtes, 6 mains différentes et 5 pieds différents. Le tamis fait aussi apparaître des dents, 47 dents différentes. Et enfin, on trouve dans les cendres tout un tas de choses qui n'ont pas brûlé. Des baleines de corset, des boutons, des épingles, des broches. Et enfin,
Pour prouver qu'il est possible de faire disparaître des corps en les brûlant dans cette cuisinière, Dautel va chercher chez le boucher une tête de mouton et un gigot. Et il les met à brûler dans la cuisinière de la maison, à Gambé. Et il prouve ainsi que la graisse entretient la flamme et permet de réduire une tête de mouton en poudre noire, moins quelques os. Et ben voilà, voilà un dossier bien ficelé. L'instruction a duré un peu plus de 2 ans. Il ne reste plus qu'à juger Monsieur Landru. Europe 1, On de la raconte. Le procès de Henri-Désiré Landru, qui a maintenant 50 ans, s'ouvre le 7 novembre 1921 devant la cour d'assises de Versailles. La salle d'audience est pleine à craquer. Le tout Paris se presse pour assister au procès du siècle. C'était comme ça à l'époque, on allait au spectacle de la cour d'assises. On aperçoit la princesse Hélène de Grèce, la petite fille du prince de Monaco, l'ambassadeur de Chine, et aussi la romancière Colette, l'acteur Rému et la star du musical, Mistinguett. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. La cuisinière de la maison de Gambé est posée au beau milieu du prétoire. Une petite porte s'ouvre sur le côté droit du tribunal et entre 2 gendarmes. Et voici Landru. Le journaliste Henri Béraud écrit. Alors, un crâne chauve fait une tache blanche devant un mur vert. Les épaules suivent, courbées, molles, secouées d'un frisson. L'homme est là, debout, chancelant, aveuglé. Grâce à l'artifice du coiffeur, le barbe bleue montre un visage correctement encadré d'un poil bien jardiné. On le croyait brun, il est blond, le teint rose, crémeux vers les tempes. La seule lecture de l'acte d'accusation dure 3 heures. Et lui, pendant ce temps-là, comment est-ce qu'il réagit ? Eh bien, honnêtement, il n'a pas l'air concerné. Il sourit même quand il entend le greffier évoquer ses 283 conquêtes. Satisfaction de Don Juan. D'autant que cette longue liste de femmes est son argument numéro 1. Puisque la plupart de ces femmes sont vivantes et que la police a pu les interroger, il n'y a pas de raison que les 11 autres ne réapparaissent pas un jour ou l'autre. C'est son argument. Et les ossements alors qu'on a retrouvés dans la cuisinière ? Eh bien, ce sont des ossements d'animaux, voilà tout. Et donc d'entrée, Landru joue les innocents outragés, comme il l'a fait devant le juge, devant le procureur et devant le commissaire d'Autel. Je suis un homme qui défend sa tête. J'ai pu faire des bêtises dans ma vie, mais je n'ai pas de sang sur les mains. L'une de ces phrases restera célèbre. J'ai fait disparaître quelqu'un ? Eh bien ça alors, si vous croyez ce que racontent les journaux. On fait venir à la barre des psychiatres pour juger de son état mental. Ils disent tous qu'il est responsable de ses actes. On fait aussi venir des voisins de la maison de Vernouillet et de la maison de Gambé. Est-ce qu'ils ont senti quelque chose, une odeur ? Oui. Enfin non, enfin un peu. Bref, rien de précis. La parole est aux avocats de la partie civile. Maître Surcouf représente la famille Cuchet, il plaide en premier. Et il s'adresse directement à Landru. Je n'ai pas à savoir si vous avez étranglé Landru, scié, dépecé ou brûlé vos victimes. Mais quel qu'ait été leur genre de mort, vous êtes comptable de ces femmes. Vous les avez conduites à l'abattoir. Ensuite, l'avocat général Geoffroy en rajoute une couche. Son réquisitoire dure toute une après-midi. Landru n'a pas eu pitié de ses victimes ? Pourquoi aurait-on pour lui une commisération quelconque ? La mort ! La mort ! Croyez-moi, c'est le seul châtiment en rapport avec d'aussi grands crimes et suffisant pour expier. Il faut bien dresser la guillotine quand elle devient indispensable à la sécurité publique. Messieurs les jurés, je vous en conjure, n'hésitez pas, frappez sans faiblesse, cet assassin n'a pas d'excuse. Landru demeurera dans les annales du crime, l'assassin de 11 créatures humaines qu'il a tuées pour les voler. Je vous le dis, messieurs les jurés, je vous adjure de faire votre devoir dans toute son inexorable vigueur, dans toute son implacable justice. Que va pouvoir dire
l'avocat de Landru. Pour le défendre, il a choisi une star de l'époque, maître de Mauro Giafferi, qui choisit de plaider le doute. Et si Landru était innocent? Et si l'une des disparues, ou plusieurs, refaisait surface? Maître de Mauro Giafferi va jouer un coup durant ce procès. Un coup qui est resté célèbre, l'un des plus beaux coups d'avocat de toute l'histoire. Écoutez-le, c'est du grand art. Mon client, n'est-ce pas, est accusé d'avoir fait disparaître 11 femmes, sans aucune preuve. Eh bien, mesdames et messieurs, ces femmes, les voici. Et à ce moment-là, d'un coup d'un seul, toute la cour d'assises se met à regarder vers la porte. Et Mauro Giafferi de triompher. Vous voyez? Je vous ai vu tous tourner la tête. Vous voyez que vous êtes saisis par le doute. Pour croire qu'une femme que mon client est accusé d'avoir assassinée peut entrer par cette porte. Le doute! Et il poursuit. Lorsque monsieur l'avocat général a évoqué devant lui l'image de la guillotine et de son couperet, avez-vous remarqué le regard de cet homme? Et si vous l'avez fait, vous avez dû vous dire que ça n'était pas une attitude cynique qui l'observait, mais celle d'un individu à qui tout est devenu indifférent. Il avait le regard de la bête blessée, qui affiche le mépris de la mort. Extraordinaire plaidoirie. Mauro Giafferi est épuisé, il est rincé, il va s'asseoir sur son banc, et en passant, il se penche à l'oreille de Landru. « Du courage, Landru. Du courage. C'est mauvais. C'est très mauvais. » Enfin, comme c'est d'usage, le président demande à Landru s'il souhaite ajouter quelque chose. « Oui, monsieur le président. Monsieur l'avocat général, et je l'en remercie, a bien voulu reconnaître que si j'avais des vices et aucune vertu, il restait cependant en moi un sentiment noble, celui de la famille et du foyer. Il a reconnu que j'avais l'amour de mes enfants et de mon chez-moi. Eh bien, au nom de ce seul sentiment honorable qui m'est reconnu, j'affirme que je n'ai tué personne. » À 18h40, le jury se retire pour délibérer. Les jurés regagnent leur banc. Le président se lève. Aux 48 questions posées aux jurés, les jurés à la majorité absolue ont répondu oui. En conséquence, monsieur Henri-Désiré Landru, vous êtes condamné à la peine capitale. L'avocat de Landru tente un pourvoi en cassation, rejeté. Il essaye d'obtenir une grâce du président de la République, Alexandre Mirand. Il refuse. Et donc le 25 février 1922, à 5h25 du matin, on va chercher Landru dans sa cellule de la prison de Versailles. Il refuse tout. La messe qu'on lui propose, le verre de rhum qu'on lui tend et la dernière cigarette. Le procureur lui demande à nouveau s'il n'a pas une révélation à faire, avant son exécution. Des aveux, peut-être. Je suis un homme qui va mourir, monsieur. Je n'appartiens plus à ce monde. Alors je ne répondrai pas à cette demande, que je suis en droit de trouver injurieuse. Landru se tourne ensuite vers son avocat. « J'emporte mon secret, maître. C'est mon petit bagage. » Ce seront ses derniers mots. La guillotine a été dressée dehors, sur la place des tribunaux. Le bourreau est là, il s'appelle Anatole Debler. Le journaliste André Salmon raconte. La porte noire s'ouvre à deux battants. Le voici, précédé du bourreau et flanqué de ses aides. Son cou est nu, le col de sa chemise blanche largement échancré. Mais le ciseau de Debler lui a laissé sa fameuse barbe. Il est très pâle, mais il ne flanche pas. Tout le maigre petit corps est tendu, jusqu'aux lèvres même, bandé comme une corde d'arc. Landru, que l'aumônier a suivi jusqu'au seuil, regarde franchement la guillotine. Il a franchi 2 mètres, il s'est arrêté. Ses yeux brillent une dernière fois de cet éclat qui laisse incertain les meilleurs psychologues.
On le saisit, il est précipité sur la bascule, mais le maigre Landru est si léger que malgré la poussée, le poids du corps ne fait pas jouer automatiquement l'appareil. Une seconde au moins s'écoule, mais le bourreau ne perd pas de l'œil sa manette, le couperet hachu, le bruit, ce bruit terrible, unique, du lourd couteau déclenché. A-t-on vu seulement? Peut-on l'affirmer? En un éclair, tout est terminé. Il est 6h et 4 minutes. Et Landru est mort, emportant avec lui ses secrets.